Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On va commenter avec vous l'actualité avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Bonjour Valérie. François Coq, essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes également enseignant. Et Éric Tegner, président de Racines d'Avenir. Bonjour à vous. Et Dominique de Montvalon qui arrive, journaliste, éditorialiste. Bonjour Valérie. À vous. Hommage aux soldats morts au Mali, un moment d'union nationale. On va en parler avec vous. On va parler des dessins de Charlie Hebdo également, qui ont beaucoup fait réagir. Des dessins qui, je vous les décrirai tout à l'heure, qui se moquent un petit peu des soldats, qui sont cet humour noir que peut avoir Charlie Hebdo. Donc, soutenir Charlie, on voit à chaque fois des gens qui étaient Charlie qui ne le sont plus. Dites-nous ce que vous en pensez. La liberté d'expression, oui, mais. Et puis, 76% des Français sont favorables à une réforme des retraites et en même temps, ils sont favorables à la grève. Donc, on va en parler avec vous. Ils sont favorables, on va revenir avec Frédéric Dabi qui va nuancer, favorables à cette réforme des retraites, mais pas avec ce gouvernement. C'est surtout ça en fait. Et le soutien à la grève est quand même extrêmement ténu par rapport à d'autres mouvements sociaux. D'accord, on va en reparler dans un instant. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. Allez, on va commencer avec vous Frédéric. C'est le début de la semaine et c'est un coup de cœur musical. Oui, c'est pas un coup de cœur politique du tout. C'est Renaud, le 17e album de Renaud qui est sorti vendredi. Renaud, le phénix de la chanson française, qui était un chanteur qui se qualifiait d'énervant et maintenant qui est ultra attachant de par sa fragilité, de par cette voix rocailleuse que vous n'aimez plus beaucoup, je crois. Non, Valérie. c'est pas sa voix que je n'aime pas. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est l'album de l'aboutissement qui est entièrement consacré à l'enfance et à la nostalgie, des thématiques qu'il avait largement abordées par le passé, dans Mistral gagnant, qui a été dans un sondage de mes confrères à BVA élu meilleure chanson du siècle, dans Le sirop de la rue ou Morgane de Toi. Et puis c'est aussi un album où, comme souvent, il nous parle de lui, de ses années d'errance, de malheur, d'hypocondrie. Et j'ai été frappé par une phrase où il parle du pastis, qui est le seul poison de Marseille. J'ai trouvé que c'était assez joliment dit. Bon, moi, on a le droit de pas aimer, on a le droit de... pas écouté tout l'album. Ce que j'ai entendu, on va écouter un petit extrait, mais la chanson qui passe, Les Animals, voilà quoi. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. Elle n'est pas complètement représentative de l'album. Il y a beaucoup d'autres choses. J'irai l'écouter, mais je trouve que la promo, en tout cas, elle est très axée là-dessus, sur l'enfance. On a l'impression que c'est un album pour enfants. Non, donc j'ai pas eu envie de l'écouter. Justement. Mais bon, vous l'avez écouté les uns les autres? Non, mais j'ai envie de l'écouter parce que moi j'ai un petit fond romantique où Mistral gagnant, c'est une de mes chansons vraiment préférées. Et en fait, ce qu'il dit, j'ai jamais rien compris. C'est pour ça qu'Animal, ça me dérange pas tant que ça. C'est vraiment sa voix en fait. Oui, c'est vrai que c'est sa voix. Mais c'est la nostalgie, la mélancolie. Non, mais moi je suis totalement fan, mais je trouve que le côté enfant, c'est un peu gnangnan. On fera un petit droit de suite la semaine prochaine. Voilà, si je ferai un droit de suite. Je vous promets que je l'écoute. Merci. Non, une réaction, les uns et les autres, vous l'avez pas écouté. Ça vous... Bon, voilà. On va passer au coup de cœur de François Coq, qui est beaucoup plus sérieux. Oui, d'autant que c'est pas un coup de cœur, c'est pour le coup un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, puisque on fêtait hier un triste anniversaire, celui des 10 ans de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Autrement dit, le moment où on s'est définitivement assis sur la souveraineté populaire. Et je note que 10 ans après, celles et ceux qui ont participé de cette atteinte à la volonté populaire et à la souveraineté populaire sont ceux qui sont encore aux affaires, puisqu'au moment où on installe la Commission européenne, on voit que le nouveau triumvirat de Madame von der Leyen, de Charles Michel et de Christine Lagarde sont 3 personnes qui étaient ministres à l'époque de l'adoption et d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Et si on va plus loin, je crois que nous y reviendrons en fin d'émission, l'effondrement du consentement envers la représentation qui n'a pas pris naissance avec l'adoption du traité de Lisbonne, mais le traité de Lisbonne y a grandement participé, nous amène à des situations comme aujourd'hui, où un président de la République qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème de financement avec les retraites pendant sa campagne et qui n'envisageait pas une réforme en profondeur, vient nous dire aujourd'hui qu'il faut refondre totalement le pacte social de 1945, mais sans consulter les Françaises et les Français. Ouais. Alors, Éric Tegner, votre coup de cœur, coup de gueule? Alors moi, c'est un coup de gueule. C'était sur Elie Semoun, chez RTL, la semaine dernière, qui a dit, je vous cite, « Éric Zemmour est raciste, xénophobe et on lui donne la parole car il fait de l'audience et de l'audimat. Et attention, point Godwin, si vous aviez proposé une télé de recevoir Hitler face à un débatteur en 39, il l'aurait fait pour l'audimat. » Alors à un moment donné, c'est quand même des arguments de cours de récréation. Moi, ce que j'ai envie de dire, surtout en 39. Non, mais, oui. Surtout en 39. Non, mais exactement. Et c'est le côté...
franchement, tous ces gens de la jet set qui tous les 6 mois nous font des tribunes un peu comme Omar Sy sur l'islam, etc., qui toujours ont besoin d'être dans le camp du progrès, la dénonciation de soi-disant fascistes, etc., à droite, ils devraient se contenter d'essayer aujourd'hui de faire rire les Français, qui se contentent de faire bien leur boulot, mais on leur demande pas de s'occuper de la politique, surtout si c'est pour dire des inepties pareilles. C'est-à-dire, je suis pour la liberté d'expression, oui, mais... Oui, et j'ai envie de dire, en fait, la meilleure réponse qu'on peut lui faire, c'est les audiences... C'est aujourd'hui le fait qu'Éric Zemmour qui fonctionne ça plutôt cartonne. très bien. Exactement, il a 300 000 par jour. Dominique de Montvalon. Moi, je vais dire avec des guillemets quand même, coup de cœur pour le patron de la CFDT, Laurent Berger. Je vais dire pourquoi, parce qu'on peut être d'accord ou pas avec ses positions, je ne fais pas partie de la CFDT, ça va sans dire, mais j'apprécie 2 choses. Premièrement, quand on l'écoute, on le comprend. Et deuxièmement, plus important encore, il n'est pas hystérique. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que... Et donc les autres le sont, c'est ce que ça veut dire très largement, oui, c'est ton point de vue, on peut ne pas le partager. Je tiens à dire que le gouvernement lui-même, je parle de la réforme des retraites, et a une conduite de cette réforme qui est extrêmement confuse, opaque, qui se voudra à l'arrivée, si ça tourne bien pour le gouvernement, c'est pas acquis, d'une subtilité diabolique. Pour l'instant, c'est surtout les Français sont perdus. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Laurent Berger ce matin, que j'entendais chez nos confrères de LCI. Mais j'aime bien, il y a un climat qui est tellement hystérique, tellement plein de sous-entendus, je ne fais pas dans l'angélisme, parce que j'ai plus l'âge depuis longtemps d'ailleurs, mais que, je sais pas, pour moi, je trouve ça bien, j'allais presque dire de façon un peu naïve, sciemment et provocatrice, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Ce matin, Nicolas Bay disait « Les syndicats sont les idiots utiles d'Emmanuel Macron ». Oui, d'accord, je pense que ma référence n'est pas Nicolas Bay. Non. Vous vouliez réagir à ce que disait Dominique, ce que dit Frédéric Dominique est très intéressant. Je pense que l'anxiété des Français, elle est surtout due au flou et au brouillage autour de cette réforme, où dans la manière de s'y prendre, le gouvernement est en rupture totale avec ce qu'il a fait depuis le début du quinquennat, qui était clair pour les Français dès le début, qu'on soit pour ou contre. La loi sur le code du travail était claire. La réforme de la SNCF était claire. Là, tout est sur la table, mais rien n'a été vraiment qu'est-ce qui n'est pas décidé. clair ? Ils ont quand même annoncé un certain nombre de choses. Prenons la dernière réforme des retraites qui soit passée. Je mets de côté celle de François Hollande et Jean-Marc Ayrault en 2013. La réforme 2010, Sarkozy-Fillon-Wörth. Je me souviens de prises de parole, par exemple, de Frédéric Wörth, qui disait... Les 3 leviers possibles sont baisser les pensions, augmenter les cotisations des salariés ou bien reculer l'âge de départ à la retraite. Qu'on soit pour ou contre, on va utiliser ce levier-là. Et c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, ça s'est dégagé une toute petite majorité, mais une petite majorité de Français favorables à un effort jugé à l'époque raisonnable de passer de 60 à 62 ans. Là, on est dans une logique d'air d'air. À chaque réforme, on dit allez, on l'a fait pour sauver le système, ce qui irrite beaucoup les Français, et les choses ne sont absolument pas claires puisque le gouvernement n'a pas dévoilé ses intentions, et la phrase « tout le monde sera gagnant » est une phrase à laquelle personne ne croit et qui crée un sentiment de tromperie. On va y revenir dans un instant, parce que c'est un de nos sujets de débat. On va évidemment en reparler. Moi, je voulais, mon coup de cœur, c'est pour Jeannette Bougrabe. Jeannette Bougrabe qui va être au Festival du Livre de Marseille le week-end prochain, et elle est l'objet d'attaques absolument ignobles sur Internet, dont un Twitter qui dit l'occasion de lui proposer... Un Twitter anonyme, oui. Je crois, en plus. L'urgence des lâches. Oui, l'occasion de lui proposer un comité d'accueil digne de son indignité. Voilà, donc soutien à Jeannette Bougrabe et je me solidarise avec vous spécialement. Je trouve Valérie. ces incitations à la haine, à la violence, absolument détestables. Je veux dire, il faut aussi dénoncer quand même certains médias comme l'Obs, qui visent justement des femmes qui ont le type de combat de Jeannette Bougrabe. On pense à cet article sur les ex-musulmans qui disaient vraiment que c'était des fachos d'extrême droite, sur Zineb El Zaghraoui, et qui clairement ont modifié un article, n'ont pas du tout été clairs. J'ai vu ça ce week-end, effectivement, à modifier les propos de la personne interrogée. Le mot a été remplacé par islamiste. Alors donc qui c'est divise très, le très pays grave. dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est plutôt eux.
Ouais, le journaliste a interviewé, de l'Obs a interviewé, alors je me souviens plus. Il a interviewé, je ne sais plus comment il s'appelle effectivement, et celui-ci avait dit il y a une grande partie des musulmans qui se retrouvent dans certains autres... Non, qui se retrouvent plus dans les musulmans que dans les non-musulmans. Qui se retrouvent dans les musulmans, ça a été changé en islamistes. Mais heureusement, cette personne avait enregistré l'interview, ce qui fait qu'il a pu contester, mais tout le monde ne le fait pas. Donc ça fait naître quand même une suspicion aujourd'hui sur les médias qui est extrêmement dommageable. La même suspicion, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron sur la réforme des retraites qui dit que c'est de la faute des médias, qui en rajoute, etc. C'est pas du même ordre, bien sûr. Oui, mais c'est marrant parce que c'est le même qui disait à chaque fois condamner l'extrême droite ou l'extrême gauche parce qu'ils sont anti-médias, etc. Il s'est fait élire par les médias et aujourd'hui il leur crache dessus. Mais voilà où en sont les médias et c'est très significatif. Dominique de Montvalon. C'est que l'interviewé avait mis sans se cacher d'ailleurs son téléphone portable sur la table et donc il a pu... Il y a vraiment un problème du journalisme et des médias, au-delà de ce que chacun peut penser, défendre comme thèse, etc. C'est quand même ahurissant que certains déforment les propos ou sur un autre plan. C'est même pas déformé. Oui, Frédéric a tout à fait raison. J'ai été... Et par ailleurs, sur un autre plan, mais c'est pas la même chose. Je mélange pas les deux choses, mais ça converge quand même à mes yeux. Certains se posent ou prétendent se poser en directeur de conscience des Français, ce qui les met dans un état d'exaspération extrêmement grand que je peux comprendre. Bon. On se retrouve dans un instant pour parler donc de la réforme des retraites, des dessins de Charlie Hebdo et de l'hommage aux soldats morts au Mali. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sephora. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Black Friday chez Sephora. Dépêchez-vous, jusqu'à ce soir seulement, Sephora vous offre moins 30% sur les parfums et coffrets parfums. Des notes subtiles, des accords gourmands, un bouquet enivrant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. 76% des Français sont favorables à une réforme des retraites. Et vous, 0826 300 300, c'est un sondage IFOP. Ça tombe bien que vous soyez là ce matin. Frédéric Dabi, journal IFOP pour le journal du dimanche. 76% des Français estiment qu'il faut réformer le système des retraites. Mais ils sont 64% à ne pas faire confiance à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe pour le faire correctement. Avec un soutien, vous le disiez, alors j'ai peut-être surestimé le soutien, mais tout de même, il y a quand même un hiatus entre il faut faire la réforme, mais pas avec eux. Oui, c'était pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, selon moi, d'absence de communication et d'étirement dans le temps de cette réforme. C'est vrai que d'un côté, il y a une défiance très forte vis-à-vis du gouvernement, y compris chez les sympathisants républicains, alors que toutes les réformes sont passées par une sorte de sainte alliance entre sympathisants En Marche et sympathisants LR. Et puis, d'un autre côté, il n'y a pas du tout une reconduction d'un 95 bis, si je puis dire, puisque le soutien et la sympathie à l'égard du mouvement du 5 décembre est pour le moment, et là c'était aussi une enquête JDD d'hier, extrêmement faible. On est sur à peine 46% de soutien et de sympathie. C'est moins que ce qu'on a mesuré ensemble avec Sud Radio il y a 15 jours pour les 1 an des Gilets jaunes. On n'est pas dans le contexte de 95 où il y avait une sorte de grève par procuration. Les salariés du privé soutenaient la grève, car on avait le sentiment que c'était un mauvais coup de plus du couple Juppé-Chirac, qui était infiniment moins populaire que le couple Macron-Philippe. François Coq. Oui, j'ai regardé les chiffres de votre enquête et comme en tant que prof de maths, je manipule moi aussi un peu les chiffres. On peut prendre et dire les choses autrement. On peut dire s'il y a 46% des gens qui soutiennent la grève, ça veut dire qu'il y a 50% de plus qui soutiennent la grève et le mouvement que de gens qui sont contre celui-ci. Je me suis permis de le remettre en perspective par rapport à d'autres mouvements. Donc des chiffres, on peut tout leur dire. Exactement. Je me permets de le dire autrement. Là où par contre je crois que les choses vont changer et sont de nature différente de 1995, c'est que les choses nouvelles vont se révéler à partir de jeudi. Je suis en désaccord avec ce qui a été dit au début de l'émission, c'est-à-dire que je pense que le gouvernement est dans une stratégie, pour le coup, relativement calculée, qui est celle de chercher, comme d'habitude, la conflictualité dans ce mouvement. Autrement dit, il aurait pu, depuis quelques jours, faire un certain nombre d'annonces dans un certain nombre de secteurs. Je pense à l'éducation, je pense à la SNCF, qui auraient été de nature peut-être à calmer certaines choses. Il ne le fait pas.
Il garde tout sous le coude parce que justement, il veut ce moment du conflit de jeudi, mais là où il se trompe, c'est qu'on est rentré dans un mouvement qui part pour jeudi et suivant. Et le plus important, c'est ce suivant. Parce que ce qui permet d'agréger les gens, ce n'est pas simplement la question des retraites. Bien sûr que les gens, quelle que soit leur profession, quel que soit leur statut, rentrent sur la question des retraites. Mais déjà, l'idée générale, celle de la mise en mouvement, dépasse cette seule question des retraites. C'est la question de la vie du quotidien et de la précarité généralisée. Les gens n'en peuvent plus de vivre en tirant la langue. Et c'est ce fond-là, c'est ce substrat-là qui fait que justement, on est à l'aube d'un mouvement bien plus puissant qui veut dire, c'est le début de la fin. Soyons prudents. Oui, on verra. Mais je crois que c'est mais soyons prudents quand même, parce que la grève SNCF de 2018, c'était également une grève qui n'était pas en continu, mais une grève perlée. Et on a vu un rejet très fort des Français et que la réforme. on n'est pas là pour prendre des paris, mais je crois qu'on pourra respecter ce qui va se passer derrière. Mais c'est intéressant sur le désir. Est-ce qu'il y a un désir de conflictualité de la part du gouvernement? Est-ce qu'ils ont envie d'aller au conflit? C'est une vraie question. Éric Tegner, vous vouliez réagir? Alors moi, je trouve que, en fait, justement, Macron, là, il joue un jeu dangereux parce que l'électorat des Républicains qu'il essayait de draguer ces derniers mois, je pense, va être déçu de la réforme des retraites. C'est ce que condamne aujourd'hui très bien, par exemple, Bruno Retailleau, lorsqu'il s'attaque vraiment à cet angle mort du macronisme. Pour moi, il y a deux grands éléments de la réforme qui sont manquants. La première, c'est que, et c'est Delevoye qui l'assumait la semaine dernière, il y a un manque d'actifs aujourd'hui pour financer notre système de retraite, mais également l'État-providence. Pour ça, il y a deux options. Il faut d'un côté, faire baisser le chômage pour remettre des gens sur l'emploi qui vont cotiser, et de l'autre, il faut être capable aussi de faire une politique de natalité. C'est ce que fait Viktor Orban-Hongrie. Ce que je veux dire, c'est quelque chose d'assez logique de faire. Et ensuite, le deuxième élément, et c'est là où je reviens sur votre point sur la CFDT, c'est que la CFDT, comme Emmanuel Macron, bloque sur l'augmentation du départ de l'âge à la retraite qui est proposée aujourd'hui par les Républicains, qui est la seule façon de mettre à l'équilibre notre système de retraite et surtout de ne pas mentir aux Français, parce que cette réforme par points, finalement, elle fait que chaque gouvernement, dans les années qui viennent, pourront faire évoluer à la baisse, souvent, la réforme des gens qui ont cotisé pour ça. Oui. Un mot, oui, Dominique, vous voulez réagir à ça? Puisque Jean-Paul Delevoye, lui, je vous ai vu ce week-end ses propos sur l'immigration, où il a dit qu'il faudra 50 millions de population étrangère pour équilibrer la population active en Europe. J'avais modestement, mais nettement salué, le parcours et la performance de Jean-Paul Delevoye, qui sait ce que veut dire un électeur, qui est ancré dans la réalité et pas celle de Michel Denisot, pour faire un mot. Etc. J'ai trouvé invraisemblable sa sortie devant les étudiants, notamment sur le fait qu'il faudrait je ne sais plus combien de millions de... C'est irresponsable. Mais il l'assume. C'est irresponsable et ça aggrave un dossier qui est déjà très lourd. Je me suis demandé s'il n'était pas menacé par le burn-out. Il a assumé en disant que les propos étaient sortis de leur contexte, interprétés de façon erronée, que son opinion et que l'immigration est un sujet sensible qui cristallise les oppositions et crée des divisions. Enfin, dans ce cas-là, on dit pas... C'est pour ça que je préfère Laurent Berger, parce que lui, au moins, on comprend ce qu'il veut dire. C'est quand même le haut commissaire. C'est quand même lui qui, pendant 2 ans, a bossé sur le sujet. Exactement. Donc on peut se poser la question. Mais pour revenir à ce que disait François... À mon avis, dérapage. Non, pour revenir aux chiffres que nous propose Frédéric Dabi, moi, je trouve ça intéressant. Alors, je dis 2 choses. Premièrement, il est tout à fait clair... Non, il y a 3 choses. Premièrement, il est tout à fait clair que le gouvernement s'est mal débrouillé avec cette réforme et que je ne sais pas si, après un triple salto arrière, il va finir par, à sa façon qui ne fera pas l'unanimité, par retomber sur ses pieds. C'est pas acquis. Deuxièmement, du coup, est-ce que cette réforme verra le jour ou ne verra pas le jour ? Ne verra pas le jour, ça veut dire sera-t-elle défigurée au point qu'on ne pourra plus parler de la réforme qui avait été initialement... envisagé, mais quel est le but du gouvernement? La question que pose François Coq, c'est-à-dire je me permets d'ajouter, Valérie, juste une chose. Ce sondage montre que le gouvernement, qui est donc sur le reculoir, qui est en tout cas un peu dans le noir, dans le tunnel dans le noir, a quand même réussi quelque chose. C'est-à-dire que les Français ont massivement disent que la situation actuelle n'est pas tenable dans la durée et qu'elle est profondément inégalitaire. Attendez.
Là, le défi, le gouvernement a des défis dans les jours qui viennent, et je répète, je ne sais pas s'il s'en sortira. Mais les directions d'un certain nombre de syndicats, notamment la CGT avec son allié Sudrail, eh bien, ils se trouvent devant une situation qui est particulièrement complexe. Je me demande comment ils vont se débrouiller. Alors évidemment, ils essayent de nous faire une posture nouvelle en disant il ne s'agit pas de défendre les régimes spéciaux. Évidemment, tout ne se réduit pas à ça. Oui. Mais néanmoins, cependant, les Français jugent la situation actuelle non tenable dans la durée, inégalitaire, et ils veulent de l'égalité. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on peut le traduire de différentes façons. Et le problème, c'est que ceux qui, pardonnez-moi, mais ceux qui justement aujourd'hui prétendent défendre l'égalité, en fait, ils défendent souvent effectivement les régimes spéciaux, c'est-à-dire, pour moi, beaucoup de gens qui vont manifester le 5 décembre sont défavorisés. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, notamment les entrepreneurs, etc., eh bien, d'aller manifester, de s'exonérer une journée de travail. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a un clivage qu'on oublie souvent, c'est entre ce qu'on appelle les insiders et les outsiders. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 80% de gens qui rentrent sur le marché de l'emploi, qui ont un CDD. Ceux qui ont un CDI, ils le défendent. Et on l'a bien vu, Manuel Valls, lors du précédent quinquennat, avait proposé ce fameux contrat unique qui permettait quand même de favoriser, de mettre plus de gens sur le marché de l'emploi. Ceux qui se sont opposés, les syndicats, c'est parce qu'ils défendaient ceux qui avaient un CDI au détriment notamment des jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On se retrouve avec vous et vos appels. Serge, Christine de Toulouse seront en ligne avec nous dans un instant. 0826 300 300. Appelez-nous si vous souhaitez réagir à ce débat. Tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Le dimanche 8 décembre de 10h à 18h, c'est la 23e édition des Portes Ouvertes des vins de Jurançon. 45 domaines, 45 vignerons pour 45 fêtes. Animation, concerts, expositions, marché de producteurs locaux, dégustation de vins, un programme festif et gourmand au cœur des coteaux du Jurançon bordant les Pyrénées. De domaine en domaine, nos vignerons vous ouvrent leurs chais pour partager avec vous la passion de leur terroir et de leur métier. Infos et réservations sur vin-jurançon.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et si cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël? Bah moi, avec l'appli Maison Connectée, je vais traquer le Père Noël avec mon détecteur de mouvement et je l'attraperai dès qu'il sera rentré chez moi. Ouais, mais moi, avec l'appli Maison Connectée, dès qu'il sera chez moi, je mettrai le chauffeur. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. J'ai perdu mon micro. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On parle de la réforme des retraites, de la mobilisation jeudi prochain avec Dominique de Montvalon, Frédéric Dabi, François Coq et Éric Tegner. Nos auditeurs sont là aussi au 0826 300 300. Vous êtes avec nous sur Sud Radio. Serge, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous êtes près de la retraite, c'est ça? Moi, je suis à quelques trimestres de la retraite. Donc vous n'êtes pas concerné. Je serai quand même bientôt concerné, puisque quand même le temps passe vite et je suis plus près de la sortie que de l'entrée, comme on dit ici. Oui, mais vous ne faites pas partie des gens qui vont être concernés par la réforme. La réforme, elle, telle qu'elle a été prévue, aurait dû, je pense que ça a été, je ne sais pas si ça a été abandonné pour ceux qui sont nés à partir de 1963, donc c'est pas votre cas. Non, mais peu s'en faut, mais dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui sont concernées. Et je voulais poser la question aux participants de ce débat, qui a induit cette retraite ? Qui a demandé de faire cette retraite? Parce que moi, j'ai pas encore vu de grand débat national. Je n'ai pas vu de référendum, par exemple. Je n'ai pas vu, on n'a pas demandé son avis au peuple sur rien. Ça fait longtemps qu'on s'en passe dans ce pays. Mais d'où ça vient, cette retraite? Messieurs, dites-moi un peu. Moi, je peux essayer de le dire selon mes connaissances. C'est-à-dire que ça a été abordé pendant la campagne présidentielle. C'était une mesure du candidat Fillon qui était favorable à un allongement à 65 ans. Je passe sur votre contrôle. Je sais qu'Emmanuel Macron s'était prononcé contre l'allongement de départ à la retraite, mais il avait parlé d'une réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'était assez flou du point de vue du candidat Macron. Oui. François. Je le redis, pendant la campagne de 2017, et c'était inscrit noir sur blanc dans son programme, Emmanuel Macron a dit: le problème des retraites n'est pas un problème de financement. Aujourd'hui, l'argument qui est avancé pour faire cette réforme est un problème de financement qui surgit comme ça du chapeau avec un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a changé d'ailleurs par rapport au rapport qui a été rendu il y a 2 ans et qui donne des perspectives totalement opposées. Ce que dit votre auditeur est totalement juste et c'est pour ça que pour le coup, je crois personnellement qu'il va y avoir des choses extrêmement importantes qui vont se jouer le 5 et les jours qui vont suivre. Ouais. Parce que contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'attitude des organisations syndicales.
c'est un élément important. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus simplement dans ce qui va se passer avec et autour des organisations syndicales. Le mouvement actuel déborde déjà de ça, parce que nous sommes dans une nouvelle période, celle où je l'évoquais dès le début de cette émission, il y a une crise de la représentativité à tous les niveaux. Et quand Gérard Darmanin va hier dans le journal du dimanche dire... on ne veut rien moins que refonder le pacte social de 1945. Les gens disent, ok, peut-être, c'est d'ailleurs ce que dit le sondage de M. Dabi, je crois. Les gens disent, on n'est pas forcément contre la réforme, mais par contre, on veut avoir droit au chapitre. Ouais. On veut pouvoir décider de ce qui est bon pour soi et bon pour tous. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une question démocratique qui se pose, et la jonction de la question sociale avec la question démocratique est une étincelle qui pourrait embraser la plaine. Oui. Juste un mot pour aller non pas dans votre sens, mais pour attraper un morceau de votre raisonnement. J'ai moi-même, en réponse aux questions posées, beaucoup évoqué les centrales syndicales, la CGT, dans un autre registre, la CFDT, mais en réalité, a fortiori la CGT, sont aujourd'hui, font l'objet d'un rejet, ou en tout cas d'une critique de plus en plus violente, comme les partis politiques de la part des Français, et ce sont des centrales syndicales qui sont plus à la remorque des électeurs et des citoyens que conduisant, comme on l'a connu pendant 30 ou 40 ans, conduisant le bal, conduisant la main. C'est donc une situation dans laquelle, qui rend tout pronostic, d'ailleurs on s'en garde, tout pronostic sur la suite, c'est-à-dire les lendemains du 5, absolument imprévisible, éventuellement une situation un peu dangereuse, mais en tout cas, c'est un peu sur fond de crise des centrales syndicales, c'est un peu le début de l'ère, enfin la poursuite ou l'accentuation de l'ère du spontanéisme, basiste. Je tenterai de compléter ce que dit Dominique, qui me paraît très juste. Si on compare par rapport à 1995 et si on essaie de voir dans quel état est l'exécutif actuel, impopulaire, mais qui a son socle quand même, malgré tout, notamment qui tient sur la question des réformes entre En Marche et les sympathisants des Républicains, et où en était l'exécutif en 95. On oublie de dire que 95, c'était l'aboutissement d'une colère absolument massive à l'égard du couple Chirac-Juppé, qui dès le début du septennat avait été vu comme trahissant ses promesses. La France pour tous et la facture sociale dès le mois de juillet, parce qu'ils trouvent des caisses largement vidées par Édouard Balladur, augmente la TVA de 2 points, baisse le livret A. Au mois d'octobre, il y a la mise entre parenthèses finale de la campagne présidentielle pour le pacte européen et le respect des critères de Maastricht. Il y avait déjà dans le pays une colère très forte sur fond de sentiments de trahison, ce qui a, je dirais, alimenté le soutien par procuration à la grève. La réforme des régimes spéciaux et de la sécurité sociale était vue comme la trahison. De plus, on n'en est pas là pour le moment, mais c'est vrai que la colère est quand même bien là. On a vu, nous ensemble, Valérie, il y a 15 jours, un sondage sur les 1 an des Gilets jaunes sur les raisons de la colère des Français. Il y a le déclin irrémédiable des institutions que sont l'hôpital, l'école, et puis il y a le sentiment que le travail paye mal. La retraite n'est pas citée, mais on est complètement sur des questions sous-jacentes. Oui. On a Christine en ligne avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Alors, je suis enseignante. Bonjour à tous. Bonjour. Et je vais prendre ma retraite bientôt et je pars déjà écœurée. Pour moi, état menteur, état voleur. Alors, vous parlez d'égalité et de mettre de l'égalité dans la retraite. Commencez par mettre de l'égalité déjà dans le traitement des gens aujourd'hui. Je m'explique. Je suis enseignante, donc fonctionnaire. Donc, CSG non compensé totalement dans le public, compensé complètement dans le privé. Cessation progressive d'activité rétablie dans le privé, non mise dans le public. J'ai un métier où je suis dehors, où je travaille parfois dans des conditions très difficiles, puisque je suis prof de PS. Et donc, je travaille dans des gymnases où il fait moins 1 l'hiver. Mais ça, tout le monde s'en fout. Je ne suis pas une carrière avec des conditions difficiles, paraît-il. Voilà, promotion des enseignants, blocage et la promotion au mérite, c'est la porte ouverte, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle au copinage et à qui veut bien m'aimer pour avoir ma promotion, quoi que je fasse, que je bosse bien ou pas. Donc ça, c'est déjà l'inégalité déjà. Les enseignants sont les plus mal payés d'Europe, d'accord? Donc, faut arrêter de parler de mettre de l'égalité, puisque déjà le système est inégalitaire. Alors oui, il y a des compensations, mais avec un blocage de 8 ans de salaire, je vais toucher à la retraite moins que mes collègues
à conditions égales, qui sont partis il y a 8 ans. Et le pouvoir d'achat il y a 8 ans n'était pas le même. Alors oui, je suis écœurée, je pars, je ne vais pas être touchée par la nouvelle retraite, mais déjà, je me sens lésée et je vous jure que les enseignants ne sont pas contents et que ce qui se passe, soit on les augmente de 400 € par mois et à ce moment-là on peut discuter, alors que là non. Et donc le point d'indice, on ne sait pas ce qui sera. Quant aux économies qu'on demandera aux gens de faire, comme on est taxé sur les économies au moindre franc et euros isolés, voilà. Donc messieurs, je suis pas contre et je suis pas contre le rallongement de la truc. Par contre, je suis aussi très contre un âge couperet parce que personnellement, je suis carrière longue. J'ai compensé un an de plus en espérant avoir une promotion pour les 6 mois que j'estime à mériter au vu de ma situation. Et je ne l'ai pas eu. Et donc, j'ai 4 trimestres qui ne comptent pour rien puisque tant qu'on n'a pas 62 ans, ça compte pas. Donc, moi, j'aurais cotisé 63 ans et demi, d'accord, enfin 43 ans et demi. Je pense que je ne pénaliserai pas la société et l'avenir. Par contre, la justice là-dedans, j'en vois aucune. Voilà. Merci de votre témoignage, Christine. Une remarque sur ce qui vient d'être dit. Oui, il y a un mécontentement, ça rejoint ce que vous disiez. Général, là, on retraite, global. on est vraiment sur le pouvoir d'achat, on est sur les conditions de vie. Mais ce qui se... Pardon, Frédéric. Ce qui se passe au-delà de la façon dont Emmanuel Macron et son équipe gouvernent, et il est clair que globalement, ils exaspèrent beaucoup d'électeurs et ça complique des sujets, des dossiers qui sont déjà compliqués aux retraites, et ça complique la gestion de dossiers qui sont déjà lourds. Mais ce qui se passe, c'est que l'ensemble des Français, et puis après chacun son avis, sont en train de comprendre que c'est terminé la longue période qui a démarré avec l'après-guerre, avec les accords qui ont été conclus au sortir de la guerre et qui ont créé un pacte social sur lequel, bon an, mal an, nous avons tous, je ne parle pas pour les plus jeunes évidemment, mais nous avons tous vécu. Donc il y a une anxiété, un climat anxiogène, une anxiété générale, parce que il y a l'exaspération qu'inspire à beaucoup Emmanuel Macron, il y a le flou, puisqu'on parlait des retraites, le flou qui est entretenu, ou en tout cas qu'on constate dans le dossier des retraites, mais il y a l'idée que, et d'ailleurs on le voit au fil des jours qui passent, sur un dossier, sur un autre et autre, ça craque de partout, il va falloir inventer autre chose. Alors, merci pour ceux qui géraient le pays avant, qui ont fait leur part de travail, mais sans toucher à rien, en gros, on va dire ça comme ça, mais ça crée un climat anxiogène qui n'est pas imputable à Macron, mais dont il a hérité. Comment va-t-il s'en sortir ? Point d'interrogation. Là où je suis d'accord avec vous, c'est d'ailleurs en écoutant cette enseignante, on voit qu'elle compare le public, le privé. En fait, les gens ayant l'impression qu'ils vont tous perdre. Tout le monde va perdre. C'est la ruée. Chacun va aller prendre le maximum qu'il peut pour soi, et il n'y a absolument plus de solidarité. Et vous savez, les jeunes, moi j'ai 26 ans, nous on pense que de toute façon on n'aura pas de retraite. Donc il faut aussi réaliser ça, et vu que c'est un système basé sur la solidarité, ça veut donc dire que aujourd'hui on a des cotisations etc. extrêmement importantes, ce qui fait que notre salaire net est finalement très bas. Tout le monde est d'accord pour la réforme des retraites du moment que ça ne le touche pas, quoi. Exactement, et c'est encore une fois là où je ne veux pas taper sur eux, mais à un moment donné j'en ai assez qu'on parle toujours de la RATP, qu'on parle de la SNCF. Les enseignants, moi je suis toujours de leur côté en général, mais en même temps souvent ils ne veulent pas se réformer, en tout cas une partie bloque les réformes, on l'a vu quand même. Moi, Jean-Michel Blanquer a du mal à faire ça, et moi ça m'a qu'est-ce qu'il veut faire comme réforme, Blanquer ? Déranger aux gens. Non mais vous savez quand même très bien que sa réforme, ça a été de supprimer 80 000 postes dans l'éducation nationale quand il était numéro 2 de la DGESCO sous Nicolas Sarkozy. C'est ça son boulot, c'est un comptable. Je ne suis pas là pour défendre Jean-Michel Blanquer, je dis que l'éducation nationale est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de la réformer. Donc à un moment donné, peut-être qu'ils auraient dû être un peu plus conciliants ces dernières années pour ne pas arriver aujourd'hui. Effectivement, on est dans une situation de blocage. Et effectivement, encore une fois, les enseignants, en même temps, l'opinion, il les soutient, mais derrière, c'est les premiers parfois à faire la grève. Quelle image ça donne aussi aux étudiants, aux élèves qui parfois ont envie de passer leur bac, etc. Vous voyez, c'est toujours ce double discours. Et elle-même, d'ailleurs, le disait, il y a un système de promotion qui va être bizarre, etc. Et c'est bien le problème, c'est la représentation syndicale. C'est pour ça que j'avais
été extrêmement surpris que les Gilets jaunes, d'ailleurs, se joignent à les manifestations du 5 décembre, alors qu'au début, la France insoumise, comme la CGT, crachait sur les Gilets jaunes, parce qu'à la base, c'est une crise de la représentation. Et donc, ça m'exaspère, en fait, qu'aujourd'hui, sur une réforme aussi importante que les retraites, ça soit la CGT et la CFDT qui soient aux avant-postes. Si vous permettez un mot pour répondre à Dominique de Montvalon. Vous disiez, tout cela n'est pas imputable directement à Emmanuel Macron, et excusez-moi, et vous disiez, les gens sentent que c'est le moment où on a besoin de changer le pacte social de 1945. Mais justement, le fil, il est là. C'est que on n'a pas forcément besoin de changer le pacte social de 1945, on a peut-être besoin de le faire évoluer, mais sans doute pas de le remettre sans doute pas de le remettre totalement à plat, et pas de casser surtout pas de casser la logique de solidarité qui y a prévalu. Et celui qui propose de faire ça, c'est Emmanuel Macron, justement parce que Emmanuel Macron, son seul projet, son seul programme, c'est d'inscrire la France dans la logique de la mondialisation néolibérale. Et donc les gens rejette ce projet-là et voit bien que la responsabilité est tout entière aujourd'hui portée sur Emmanuel Macron. Oui. Allez, on va marquer une pause. Oh non, on a Emmanuel d'abord, pardon. Emmanuel qui nous appelle de Montpellier. Qui n'est pas Macron, je pense. Non, qui n'est pas Macron ni de Montvalon. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour, je suis désolé, c'était moi le plus vieux, j'y suis pour rien pour le prénom. Vous n'allez pas changer de prénom quand même. Non, mais par contre, j'ai peur que dans l'avenir, il n'y en a plus beaucoup qui s'appellent comme ça. On verra, notre ami Frédéric Gabi fera des sondages. Oui, moi je voulais intervenir, parce que je trouve que, comme toujours, le débat est tronqué. Moi je pense que bien évidemment majoritairement les gens sont pour une réforme des retraites, mais pas du tout celle de Macron, pour la bonne raison qu'il y a des infos qu'on oublie tout le temps de dire, par exemple qu'il y a 150 milliards de réserves dans les caisses de retraite. Ça c'est une info qu'à 3 jours que vous avez d'ailleurs relayée. On a effectivement une auditrice qui posait la question en disant est-ce que c'est vrai qu'il y a une cagnotte en réserve. Grosse cagnotte. Deuxième chose, on est tout le temps en train de nous expliquer qu'on vit plus longtemps, sauf qu'on oublie la formidable augmentation de productivité depuis les années 80, on a un pays qui est 5 fois plus riche que dans les années 80, et ça on se garde bien de le mettre dans la balance. Donc je pense qu'une réforme de retraite, il en faut une. Il faut descendre l'âge de la retraite à 55 ans, parce que ça va faire travailler les chômeurs, parce que les chômeurs, ça a un coût aussi. Donc le fait de faire travailler les gens plus longtemps n'a que comme effet premier d'augmenter le chômage, et c'est mathématiquement, j'aimerais qu'on me prouve le contraire. Donc voilà. Et puis c'est surtout où est-ce qu'ils vont trouver le boulot, parce que quand on voit que les seniors sont aujourd'hui parmi les plus discriminés avec les personnes handicapées et ceux qui ont le plus de mal à retrouver du boulot, et qu'aujourd'hui on vous dit que vous êtes senior à 40 ans, je vois pas comment on va réussir à bosser jusqu'à 65 ans. Oui, mais dans ce cas-là, on met les gens à la retraite dès 50 ans, parce que à partir de 50 ans, quand on perd en emploi, effectivement, de toute façon, c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut conjuguer la réforme des retraites et la baisse du chômage. Il y a juste très mal vécu de la part des Français. Je ferai une petite parenthèse. Les 50-64 ans sont la catégorie qui est peut-être la plus malheureuse en France, la plus crispée sur le pouvoir d'achat, et qui vote le plus fortement tendanciellement pour le Rassemblement national. Oui, Josette nous dit ce ne sont pas les syndicats qui vont défiler, ce sont avant tout les citoyens, syndiqués ou pas, et pas que pour les retraites, mais évidemment, ce sont ces beaux parleurs qui parlent de diffusion et qui l'a construite. Isabelle nous dit ça fait 1 an qu'on est dans la rue, où sont ceux qui vont manifester, où étaient ceux qui vont manifester le 5 décembre, effectivement. Salariés et citoyens, c'est ça qui est important dans ce mouvement. Absolument. Et il faudrait aussi penser, je pense, aux questions de dépendance, qui pour moi sont extrêmement liées à la retraite. Demain, ça va coûter une fortune de s'occuper de nos aider. Les quinquagénaires qui sont les plus confrontés directement, personnellement, par cette question de la dépendance de leurs parents. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'hommage qui va être rendu aux soldats morts au Mali. Dites-nous ce que vous en pensez. La France, donc, ce sera cet après-midi dans la cour des Invalides, 0826 300 300. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci Sud Radio pour nous donner la parole, parce qu'on fait souvent des débats sur la banlieue ou sur les musulmans sans nous. Sud Radio, parlons vrai. 500 agences en France et forcément une dans les environs. Prenez rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Dans un instant, ce sera André Berkoff qui sera à ce micro hommage aux soldats morts au Mali cet après-midi. L'hommage sera rendu dans la cour d'honneur des Invalides à partir de 15h. C'est une cérémonie solennelle. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots des dessins de Charlie Hebdo. Peut-on rire de tout? La question se repose à chaque fois qu'il y a des sujets sensibles. C'est le dessinateur Biche qui a publié donc dans la dernière édition de Charlie Hebdo 3 dessins. On voit un cercueil recouvert du drapeau français devant Emmanuel Macron. J'ai rejoint les gens pour sortir du lot, ou un autre où on voit un militaire avec une tête de mort, de cadavre. Je protège mon pays, je progresse dans ma vie, et un autre qui est je suis tourné vers les autres et vers mon avenir, avec des militaires qui portent un cercueil. Vous avez bien rappelé que je trouve que ça se moque moins de ce qui s'est passé au Mali que des campagnes de communication de l'armée, où la mort est très souvent euphémisée, voire absente. Les slogans, ce sont les mêmes utilisés par ceux de l'armée de terre. Moi, d'un point de vue personnel, je soutiens Charlie plus que jamais. On est à 35 jours du 5e anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo. On sait très bien qu'ils sont anti-militaristes. On se souvient des dessins de Cabu. Ceux-là sont peut-être de mauvais goût. Ils sont peut-être dans un mauvais timing par rapport à... Mais on rappelle que c'est un journal de caricature. La caricature signifie de grossir le trait. Je reprends ce qu'a dit ce matin sur un plateau mon amie Elisabeth Lévy. L'armée d'un côté, Charlie de l'autre. C'est peut-être les deux faces d'un même bien vivre, ou plutôt d'un même goût, du même civilisation française. Défendre le pays et puis se moquer de tout, blasphémer, caricaturer. Bien sûr que les familles peuvent être choquées par ce type de dessin, mais ça fait partie de l'ADN de Charlie Hebdo. Oui, Riss a adressé une lettre au chef d'état-major d'ailleurs en disant qu'il avait lu la lettre ouverte qui lui avait été adressée, que c'était l'occasion d'exprimer ses condoléances, que les destins publiés dans le drame sont dans la veine de ceux que nous diffusons habituellement. Ils étaient crus, mettaient en scène sans ménagement la dureté du destin militaire confronté à la mort. L'ironie est souvent mal acceptée quand elle touche les moments les plus dramatiques de l'existence. Éric Tegner. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'humour. Déjà, j'ai pas trouvé leur une drôle. Je trouve pas ça marrant, honnêtement. Donc en fait, du coup, c'est de l'attaque gratuite. Alors évidemment, ils ont la liberté d'expression. Moi, c'est comme vous, je soutiens à fond Charlie Hebdo, mais nous, on a notre liberté aussi de dire que c'était un livre. Moi, je ne peux pas entendre. Je soutiens la liberté d'expression, mais soit vous la soutenez, soit vous la soutenez pas. Est-ce que j'ai dit que je voulais interdire ça? Non, mais il peut pas y avoir de mais. Moi, j'ai la liberté de critiquer. D'accord. C'est ça que je veux dire. Et j'ai la liberté de dire. Oui, mais si vous êtes pour la liberté d'expression, vous pouvez pas dire mais. Vous dites je suis pour la liberté d'expression. Dans ce cas, si vous voulez, il faut être plus compréhensif. Mais derrière, le fait est que je trouve quand même cette une plutôt dégueulasse. Le fait est que si le chef d'état-major de l'armée de terre s'est prononcé, un peu sorti de son droit de réserve, j'ai envie de dire, c'est certainement parce que des familles ont été scandalisées. Je pense qu'il faut aussi penser quand même à ces familles aujourd'hui. Il faut penser qu'elles sont meurtries. Et le plus jeune avait 22 ans qui est décédé. Je sais qu'il y avait une jeune épouse, son enfant a moins d'1 an. Il y en a une qui est enceinte. Oui, mais il faut aussi vous avez raison, Éric, mais dans ce cas-là, quelle est la limite? Où est-ce qu'on s'arrête? De quoi on rit? Le prix de la liberté. Légalement, ils font ce qu'ils veulent. Mais derrière, il y a un moment donné, il y a une question effectivement de timing. Et il faut également se poser la question de préserver quand même certains de nos soldats déjà, qui eux n'ont pas le droit de s'exprimer. Est-ce que l'ironie et l'humour ont droit de citer? C'est-à-dire que c'est ce que dit Riss également dans sa lettre ouverte. Oui, ils ont le droit de Ces citer. dessins n'avaient pas pour but de douter de leur courage et de leur détermination. Ils disent notre journal se doit de rester fidèle à son esprit satirique, parfois provocateur. Cela ne signifie nullement qu'il mésestime le dévouement de ceux qui se battent à défendre les valeurs au service de tous. Et il est bien placé pour parler de la lutte contre le terrorisme. C'est en ça qu'il y a un message qui s'adresse à l'institution et qui n'empêche pas toute l'empathie nécessaire avec les victimes, avec leurs familles. Il y a un double message, à mon avis, dans les unes et dans les dessins de Charlie. L'un d'entre eux, c'est qu'il y a un vieux fond antimilitariste avec lequel on est d'accord ou pas d'accord. Le deuxième, mais ça a été dit il y a un instant par M. Dabi, c'est que sur ces questions-là, on a quand même droit à des campagnes depuis des années maintenant où on nous présente le fait de s'engager
regarder comme le faire dans un jeu vidéo. Voilà, on a l'impression qu'on est derrière une console quand on voit les spots de l'armée. Eh bien, voilà, être militaire aujourd'hui, ce n'est pas ça. Oui, ça rappelle à la Charlie réalité le dit à sa façon, et je pense que c'est assez utile aussi de le faire. Je suis assez d'accord avec Vincent qui nous dit nous ne devrions même pas discuter de cette une et de ces dessins, laissons les caricaturistes tranquilles. Je suis assez d'accord. Comme tout le monde, je me souviens de ce qu'a vécu et enduré l'équipe de Charlie Hebdo. Deuxième point, Charlie Hebdo n'est pas le journal officiel de la République française. Ceux qui ont envie de le regarder, de l'acheter, de le lire, le font, et ça ne devient pas l'alpha et l'oméga de toute c'est pas le Figaro ou le Parisien qui à sa une moque les militaires. C'est un mais c'est un journal spécifique et je veux juste ajouter que j'ai beaucoup apprécié, vous l'avez cité, la réaction à mes yeux nouvelle, inhabituelle du patron de la rédaction RIS. Oui, ce sont des propos inhabituels de leur part, balancés, qui revendiquent l'ADN et l'héritage de Charlie Hebdo et qui en même temps tient des propos vis-à-vis de ceux qui vivent aujourd'hui des choses atroces, c'est-à-dire la famille de tous les militaires tués, des propos qui sont dignes et qui sont très bien. J'ajoute juste ceci, j'entendais ce matin sur une radio le témoignage de la compagne qui est enceinte d'un des militaires qui a été tué là-bas. Monsieur Frison, le fils du député. Oui, Frison Roche. Ah non, c'était le fils de Bockel. C'était une cinquantaine de secondes qu'on nous passait, mais c'était absolument bouleversant. Vous imaginez, elle porte un enfant à qui elle apprendra qu'il ne verra jamais son père. Enfin bon, j'arrête, mais c'est dur. Mais voilà. Oui. Faut-il choisir? Non, notre ADN, c'est la liberté d'expression, mais voilà. C'est vrai que Chris a été assez pédagogue et c'était bien. C'était une assez jolie lettre. C'est pas caché derrière le côté liberté d'expression. C'est la première fois qu'il fait ça. C'est intéressant. Un mot sur l'hommage qui sera rendu cet après-midi. C'est dans le point, un journaliste qui relève le fait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de soldats tués à l'étranger et que les hommages nationaux sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est parce que la mort est de plus en plus vécue comme insupportable, quand bien même c'est le risque du métier quand on est militaire. Il y a 41 morts au Sahel depuis le début de l'opération Serval puis Barkhane. Il n'y avait pas eu d'hommages nationaux. Mais ces hommages nationaux sont de plus en plus nombreux. Au moment du Drakkar au Liban. Je vais le défendre, mais c'est une volonté d'Emmanuel Macron aussi de glorifier le héros depuis le début du Absolument, quinquennat. L'héroïsme qui est... Mais ça ne devrait pas... Vous allez très bien qu'il y ait des hommages nationaux comme ça. Justement, je viens de dire que je défendais Emmanuel Macron. C'est important qu'il y ait des hommages nationaux comme ça, mais ça ne doit pas masquer et empêcher le fait qu'on pourrait aussi avoir des débats géostratégiques sur notre présence au Mali. Sans qu'il soit tranché par avance, mais en tout cas qu'on ait les éléments. Ça fait 3 milliards et demi d'euros pour cette campagne qui est menée maintenant depuis des années. Nous voudrions savoir, en tant que citoyens, où le gouvernement nous mène. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres débats. Demain à 10h. Bonne journée. Sud Radio.